Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie ou ce deuxième volet du débat de l'actualité et qui est consacré à notre deuxième dossier, le dossier international, la crise ukrainienne qui continue à peser sur l'Union européenne. Nous avons voulu les dernières évolutions sur le front, mais les dernières évolutions sur les marchés énergétiques. Un sommet européen dans sa 27e session qui essaye entre guillemets, de plafonner les prix énergétiques dits insensés et qui n'a aucun sens par les dirigeants, quelques dirigeants européens eux-mêmes. Les Européens qui essayent d'être solidaires en achat de gaz, mais un bazooka allemand vient de surgir, l'Allemagne qui décide unilatéralement de s'offrir un bouclier énergétique de 200 milliards d'euros. D'autres rapports avec cette crise énergétique, des rapports très sérieux qui font ou qui lancent l'alerte du débordement de l'armement en dehors des armées régulières dans ce front ukraino-russe et qui alerte qu'il pourra déborder sur des crises dans d'autres régions par ces armes. Entre la position russe et la position occidentale, la crise énergétique, tout cela pèse sur ce sommet européen qui est à Bruxelles depuis avant-hier. Nous continuons toujours notre dossier avec notre expert en politique internationale, M. Badis Khnissa. Rebonjour. Bonjour. Plaisir. Nous sommes en train de voir cette crise ukrainienne qui continue à peser sur l'Union européenne et sur le monde. Mais cette fois, le sommet de Bruxelles essaye dans un truc inédit, de plafonner les prix énergétiques. Quelques-uns rigolent, d'autres disent que c'est l'impasse. Même des dirigeants européens disent que cela n'a aucun sens. Et l'Union européenne est presque éclatée par la décision unilatérale de l'Allemagne. Comment voyez-vous déjà, en premier lieu, cette évolution de la crise ukrainienne et ses impacts? On peut facilement dire qu'aujourd'hui, la crise ukrainienne a créé un cataclysme sans précédent dans le monde, en règle générale, mais plus spécifiquement, plus particulièrement dans le monde occidental. Je pense que l'Union européenne aujourd'hui fait face à plusieurs défis. L'Union européenne peut-être aussi paye le prix de son engagement subjectif, décorrélé de toute cohérence par rapport à son soutien indéfectible, son soutien parfois inexpliqué, inexplicable pour beaucoup maintenant d'Européens et notamment de Français qui ont illustré cela par des manifestations où la rue grogne aujourd'hui, et donc on pourra l'évoquer plus tard, mais je pense qu'elle paye le prix effectivement de cet entêtement de soutien, à savoir un soutien militaire, un soutien diplomatique, un soutien politique. Sans condition, un soutien sans condition. Absolument, absolument. Pendant qu'effectivement l'Union européenne peine à se relever d'abord de la crise sanitaire, à savoir celle du Covid, la crise économique, et voilà qu'elle est embourbée quelque part aveuglément dans un conflit, dans une crise dans laquelle, bien évidemment, pour ma part, côté russe, en tout cas côté Vladimir Poutine, je pense que le job est fait. En tout cas, il a voulu, en tout cas le leitmotiv de son intervention était pour défendre une population persécutée qui subit un génocide depuis 2014. Aujourd'hui, il a pu annexer via un référendum les 4 régions, à savoir Donetsk, Kherson et Louhansk, qui est bien évidemment Zaporijjia. Donc le travail est fait. Maintenant, bien évidemment, la guerre, c'est aussi la guerre des propagandes, la guerre de l'information, de la désinformation, dans laquelle et l'Ukraine et bien évidemment le monde occidental, à savoir l'Europe, souhaiteraient un plan de sortie sans se voiler la face. Donc c'est pourquoi nous assistons parfois à des choses parfois farfelues, faut-il le rappeler. Mais pour revenir un peu sur les conséquences, je dirais, de l'unité de l'Union européenne, dans lequel le traité de Maastricht, qui évoque cette unité sacralisée, mais également ce principe de solidarité qui vole en éclat aujourd'hui. Nous pouvons l'attester facilement. Aujourd'hui, le défi de l'Union européenne, c'est de pouvoir préserver son unité. Elle est divisée, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque aujourd'hui chacun
veut faire bond à part, à commencer par l'Allemagne, qui est quand même la locomotive de l'économie européenne, mais également le premier contributeur financier dans le budget de l'Union européenne, avec une augmentation de plus de 19% depuis l'année dernière, à savoir 38 milliards d'euros de contribution. C'est dire qu'effectivement, aujourd'hui, certains pays reviennent un peu aux fondamentaux, à savoir l'intérêt de leur peuple, l'intérêt aussi, plutôt aussi la typologie de leur industrie. Quand on sait que l'Allemagne est radicalement différent de certains pays, si on prend des petits pays comme l'Hongrie, comme la Suède, dans laquelle c'est une industrie énergivore qui a besoin pour la maintenir, donc pour maintenir l'économie de l'État, donc sa sûreté et sa souveraineté, nous devons aller vers des alternatives. C'est ce que Olaf Scholz a fait, et d'ailleurs il l'a fait explicitement et en bande à part. Nous avons, avant même le sommet d'avant-hier des chefs d'État, nous avions eu un aperçu au sommet de Prague, dans lequel le plan d'action était rempli de slogans creux, de divisions apparentes, parfois cachées. Donc, effectivement, l'Union européenne, en même temps, ne veut pas se voiler la face, veut cacher un peu les apparences, quand elle sait qu'elle est aussi embourbée, comme j'expliquais, dans le terrain de la crise ukrainienne. Donc, elle doit donner un semblant d'unification. C'est ce que Emmanuel Macron, d'ailleurs, hier, avant-hier, avant même de faire paraître cette divergence publiquement avec Olaf Scholz, ils sont été à dire qu'effectivement, l'Union européenne pourrait trouver des convergences pour moi qui deviennent un miracle aujourd'hui au vu justement de l'évolution de la crise énergétique, de la crise économique, mais à cela s'ajoute aujourd'hui la crise sociale et la crise politique, puisqu'il y a une pression énorme politique des peuples respectifs, des chefs d'État et des pays membres de l'Union européenne qui souhaiteraient, pour certains, se décorréler de la crise ukrainienne, pour reprendre le vieil adage, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc les Français aujourd'hui ne comprennent pas cet engagement. Juste si vous me permettez, j'ouvre une petite parenthèse. En France, il y a une allocation d'aide donnée par l'État qui se chiffre à 150 euros pour chaque Français qui héberge un Ukrainien, pendant que les Français en même temps ont du mal à boucler les fins de mois, ont du mal à payer leurs factures. Donc il y a eu cette incohérence, cette dichotomie quelque part entre d'abord les pays et leurs projections et trajectoires et plans d'action, mais également vis-à-vis de cette crise ukrainienne qui finalement, pour reprendre le concept d'Emmanuel Macron, quoi qu'il en coûte, coûte finalement au peuple européen. Monsieur Bédis, cette solidarité européenne qui a été mise en examen à plusieurs fois, beaucoup disent qu'elle est plus superficielle qu'autre chose. Nous avons vu en pleine crise du Covid, c'était chacun pour soi. Et même cette fois, quand les Allemands s'offrent un bouclier de 200 milliards d'euros pour protéger le pouvoir d'achat et l'entreprise allemande, chose que les autres pays ne peuvent pas s'offrir car ils n'ont pas de moyens. Donc la Commission européenne craint un déséquilibre entre les citoyens européens. Donc, n'est-ce pas, cette solidarité reste qu'un petit ou un grand titre dans une union qui n'a pas fait ses preuves pour le moment? Absolument, l'Union européenne connaît une crise. L'Union européenne est sur un volcan qui est prêt à exploser à tout moment. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire, la conjugaison de plusieurs facteurs, à savoir d'abord quelques crises structurelles que l'Union européenne a connues par le passé, à cela s'ajoute dans la chronologie cette crise sanitaire et aujourd'hui cette crise en Ukraine, fait que ces facteurs ont mis à nu quelque part une espèce de disparité inavouée de l'Union européenne, à savoir la typologie, ce que j'expliquais tout à l'heure, de son industrie, de son économie. Les pays ne sont pas égaux. Ils contribuent effectivement, il y a ce principe de solidarité, mais au bout d'un moment, nous l'avons, on va dire, nous avons assisté il n'y a pas si longtemps à la crise économique en Grèce, dans laquelle nous avons vu tout de suite une espèce de déresponsabilisation de certains pays qui ne le voyaient pas de cet œil, en tout cas, de contribuer à des pays feignants, à des pays mauvais élèves. Donc, vous voyez, le traité de Maastricht, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, démontre un peu ses limites en matière de coordination, d'interface entre les pays européens, dans lesquels, encore une fois, et ça peut se comprendre, c'est l'intérêt du pays, son existence, sa souveraineté, puisqu'aussi, il est question aujourd'hui de lutte ou de guerre d'indépendance, qu'elle soit indépendance politique, indépendance ou souveraineté économique, souveraineté aussi énergétique. Mais au premier degré, bien évidemment, cette souveraineté ou cette
indépendance alimentaire, puisque pendant la crise sanitaire, le monde a découvert que la Chine était l'usine du monde. Aujourd'hui, la crise ukrainienne a démontré au monde qu'effectivement, l'Ukraine et la Russie sont le dépôt alimentaire du monde. Donc, c'est vous dire que, mis à nu, sa stratégie aujourd'hui est fébrile et titubante, dans laquelle, bien évidemment, la convergence des vues ne suffit plus. Maintenant, il faut agir ensemble. Mais agir ensemble, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce budget de 200 milliards, qui d'ailleurs a été initié par Olaf Scholz, par l'Allemagne en premier lieu, qui ne voyait pas de cet œil, en tout cas, de s'aligner par rapport à des petits pays qui, eux, ont un tissu industriel minoré, une industrie vraiment, on va dire, timide, donc, pendant que l'Allemagne est une industrie je vais dire profonde, un tissu, une locomotive économique qui ne pourrait pas se donner ce luxe de devoir s'aligner ou de devoir ralentir en tout cas son processus de recherche d'alternatives d'approvisionnement énergétique pour pouvoir maintenir, on va dire, la mécanique à flux. Monsieur Bédis, dans un deuxième volet du sommet, il fait figure d'aide pour l'Ukraine. Nous voulons juste savoir, vous êtes en direct de Paris, comment que le citoyen européen voit cela? Il est contraint à faire de la récession, à serrer la ceinture en termes populaires. Et de l'autre côté, il voit les États en train de donner des aides en abondant à l'Ukraine. Ce que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, les peuples européens, en règle générale, et le peuple français, qui a, encore une fois, été peut-être précurseur en matière de manifestation et pour sortir dans les rues, faut le rappeler qu'aujourd'hui, la France connaît une crise énergétique. Il y a des queues interminables pour mettre de l'essence. Le plein est plafonné. Donc, je dirais que la France et l'Europe, en règle générale, se tiers-mondisent. Elle tend vers un modèle de vie qui est complètement à l'opposé de ce qu'ils ont connu. Donc, c'est pourquoi les peuples, forcément, sont les premiers, en tout cas, les premières victimes les choix politiques de l'Union européenne et des États membres. Mais aujourd'hui, je pense que les peuples le démontrent explicitement par des manifestations, mais au-delà aussi, encore plus grave et plus dangereux, politiquement. Aujourd'hui, nous avons vécu un cataclysme, un tsunami politique en Italie avec l'émergence de l'extrême droite au pouvoir, la Suède avec un gouvernement de droite, mais qui est soutenu majoritairement par l'extrême droite, la Hongrie, et j'en passe. Donc, il y a une pression politique telle qu'aujourd'hui, le citoyen, finalement, non seulement étant une espèce de dimension d'approche réfractaire, contestataire, légitimement de surcroît, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne comprend pas cette incohérence, il ne comprend pas cette illogique dans l'approche de l'Union européenne, pendant que les peuples se meurent, les peuples en fait, ont du mal, encore une fois, à vivre ou à survivre. Et aujourd'hui, juste à titre d'exemple, l'Allemagne, comme j'expliquais tout à l'heure, pour la première fois de son histoire post-Deuxième Guerre mondiale, elle est amenée peut-être à entreprendre la nationalisation d'une des trois, ou plutôt les trois sociétés majeures, des mastodontes de son industrie, pour pouvoir les préserver de la faillite. C'est dire qu'aujourd'hui, cette disparité économique a fait que les peuples, finalement, payent les pots cassés. Je suis désolé de contredire peut-être le président de la République française, mais le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, encore une fois, il a un coût exorbitant pour les peuples et ils le font entendre, ils le font comprendre par des actions diverses et variées. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'Union européenne et la France en particulier sont sur ce volcan, sont sous pression dans lequel ils se doivent non seulement de gérer une divergence de groupe, à savoir à l'échelle de l'Union européenne, mais aussi gérer leur propre peuple qui, eux, ne l'entendent pas de cet avis, qui, eux, veulent du concret, qui, eux, veulent rapidement des actions palpables sur le terrain. Et c'est ce qui fait que cette équation devient de plus en plus complexe, à savoir dans la réflexion de groupe, mais aussi dans la réflexion des politiques générales des États membres. Parfait, quand on parle de divergence, comment voyez-vous aujourd'hui? Hier, on a installé le gouvernement italien avec la nouvelle première ministre italienne. Ne voyez-vous pas que c'est une nouvelle phase que l'Europe doit faire face? Il y a de nouvelles tendances politiques
qui émergent au sein du pouvoir européen? Écoutez, le populisme est le pire fléau en politique. Donc aujourd'hui, je pense que ces partis de l'extrême droite vont aller pêcher justement par braconnage électoral dans cette population insatisfaite, cette population qui devient de plus en plus violente d'ailleurs, à juste titre. Enfin, je ne cautionne pas, mais en tout cas, au vu de l'évolution, cette injustice qu'ils subissent, en tout cas qu'ils entreprennent comme une injustice, comme j'expliquais tout à l'heure, versus la crise ukrainienne dans laquelle on dépense sans compter. Donc oui, aujourd'hui, l'émergence, mais c'est peut-être aussi structurel, puisque nous avons cette émergence, je dirais, depuis quelques mois, quelques années déjà. J'ai évoqué la Hongrie, d'autres pays qui sont, je veux dire, de base, des pays de gauche ou de droite, aujourd'hui basculent vers l'extrême droite. C'est un peu ce langage de violence politique qui s'installe dans l'équation politique et géopolitique du monde occidental et qui pourrait être ce levier dangereux de basculement vers, je dirais, l'opposition frontale vis-à-vis du reste du monde, mais aussi vis-à-vis de, ne serait-ce que l'Union européenne, puisque l'Union européenne, encore une fois, tout à l'heure, je le disais, beaucoup de pays, beaucoup en tout cas gérés par l'extrême droite, souhaiteraient une sortie de l'Union européenne comme l'Angleterre l'a fait. Rappelons aussi d'ailleurs l'Angleterre au passage, qui connaît une crise politique justement, les conséquences un peu de cette montée en puissance de la grogne sociale, la démission de la première ministre, une première ministre furtive, en tout cas la plus rapide de l'histoire politique britannique. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, on a des problématiques de l'ordre, on va dire, profond, dans lequel il y a lieu de faire un diagnostic rapide, mais surtout avec, encore une fois, cet agrégat de plusieurs facteurs à l'échelle des pays, mais surtout à l'échelle des groupes, mais à l'échelle aussi du groupe de l'Union européenne versus le monde, puisque l'Union européenne a pour premier concurrent les États-Unis, qui, elles, profitent aussi favorablement de cette équation, puisqu'elle propose son gaz de schiste comme alternative, comme d'autres pays. Enfin, on va dire, c'est de bonne guerre. Mais quand on sait que l'Union européenne, comme j'expliquais tout à l'heure, a compris, a considéré un peu la problématique, celle de l'indépendance, qu'elle soit alimentaire ou surtout énergétique, quand on sait que le tiers du gaz, en tout cas de l'approvisionnement du gaz européen, vient de la Russie. Aujourd'hui, la Russie, nous savons très bien qu'elle a une position qui peut être compréhensible vis-à-vis de cette violence, cette guerre de propagande contre elle. Donc, elle a arrêté les vannes, elle a fermé les vannes, et aujourd'hui, on en Monsieur paye les Bédis, conséquences, avant juste, je m'excuse, avant juste de terminer parce que le temps nous sert, justement dans cette crise énergétique, dans ce sommet, des efforts sont faits ou des propositions afin de plafonner le prix des produits énergétiques. Beaucoup disent que c'est d'une absurdité complète et que l'Europe va s'embourber encore plus si elle décide de le faire. Non, mais vous savez, c'est un effet d'annonce. Effectivement, le sommet se doit, encore une fois, de cacher les apparences et donner un semblant d'action commune pour le plafonnement. Mais encore une fois, dans les faits, économiquement parlant, cela relève du miracle, relève de l'impossible, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, les pays ne sont pas égaux en matière de typologie sociale et sociétale, en typologie aussi économique ou politique, puisque certains pays ont basculé vers l'extrême droite. Donc c'est très difficile aujourd'hui de converger avec la première ministre italienne, vous en conviendrez. Donc, Ouais. et à cela s'ajoute bien évidemment, je dirais, les approvisionnements alternatifs, puisqu'aujourd'hui, on parle de plafonnement, mais les conséquences sont là pour certains pays qui peut-être n'ont pas su peut-être profiter de cette embellie, ou en tout cas cette crise énergétique. Je prends l'exemple de l'Espagne, qui au moment où il fallait rester discret et peut-être raser les murs, c'est adonné à une espèce de diplomatie un peu voyou contre l'Algérie vis-à-vis du Sahara occidental. Mais nous voyons aujourd'hui, en Espagne, 2 à 300% d'augmentation de factures énergétiques et notamment d'électricité. Donc l'Espagne aujourd'hui souhaiterait effectivement voir le bout du tunnel, au même titre que d'autres pays européens. Mais dans les faits, c'est très difficile de plafonner, encore une fois, par cette disparité, par cette dichotomie, en tout cas, des pays entre elles d'abord, et surtout leur source
d'approvisionnement alternatif. L'Allemagne a su rapidement, via certains pays arabes du Golfe, les États-Unis, via la Norvège, a su rapidement trouver une alternative, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays, comme la France, qui, elle, devrait s'appuyer sur du LNG, donc du gaz liquéfié, mais qui nécessite des infrastructures profondes et une évolution de ces infrastructures, notamment sur le territoire français. C'est vous dire donc que c'est peine perdue, entre parenthèses, et je pense qu'on saura plus les semaines à venir dans lesquelles cette divergence va s'accentuer et que les pays européens vont devoir peut-être revenir peut-être aux fondamentaux et remettre en question le traité de Maastricht et en tout cas les conditions d'existence ou de coexistence entre les pays européens pour pouvoir chacun à son niveau défendre ses intérêts en priorité. Parfait, ça sera difficile aussi car les pays de l'OPEP+ travaillent en unité absolue, nous avons vu pour la Russie, pour l'Arabie Saoudite et pour tous les autres pays afin de garder non pas le monopole mais la sécurité des marchés et d'approvisionnement énergétique. Nous vous remercions M. Bedisr Nissa, notre expert en politique internationale qui était avec nous en direct de Paris. Merci. Merci à vous. Au revoir. Comme nous tenons à remercier aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat dans un autre dossier. Au revoir.